Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur David et nous avons notre interview et je suis vraiment très content de le recevoir. On doit parler pour presque 50 minutes ou une heure sur notre studio de Bethsaida TV. Je ne peux pas prendre sa place pour se présenter, je dois lui inviter lui-même qui puisse se présenter. Vous êtes le bienvenu, monsieur le professeur. Bon, en tout cas, merci de me donner cette occasion de pouvoir échanger. Je sais qu'on a souvent échangé de manière informelle. Alors, comme vous dites mon nom c'est David Nzinga Ditomene. En fait, on dit Nzinga, d'accord? Moi, on a escamoté les N, d'accord? C'est David Nzinga Ditomene, c'est mon nom. Et puis, je suis effectivement enseignant, pas professeur comme on entendrait. J'ai déjà enseigné à l'université, mais je ne suis pas professeur à l'université. Donc, j'ai enseigné à l'université quelquefois. J'enseigne au niveau collégial et je suis diplômé d'économie. Je suis un économiste. Oui, je suis un économiste de formation, c'est ma passion. Je suis également diplômé en droit. C'est-à-dire tu es maître. Oui, non, je ne suis pas encore maître parce que je n'ai pas fait mon barreau. Ok. Tu es en cours. Oui. Non, ben, je dois décider à un moment donné. Mais j'enseigne le droit aussi, d'accord? J'enseigne des cours d'économie, des statistiques, des stratégies d'entreprise. Et je me passionne également à l'administration des services publics. D'ailleurs, c'est moi qui ai mis en place ce cours-là. Et au niveau des stratégies également, surtout des stratégies d'entreprise. Donc, en gros, je fais toutes mes études ici au Canada, mes études universitaires. Donc, j'ai étudié à l'Université de Montréal, ensuite à l'Université de Sherbrooke et à l'Université d'Ottawa pour ma licence en droit. Et j'ai travaillé au ministère des Affaires internationales du Québec à Québec, dans le cadre de mes études d'économie, parce que j'étais dans le système coop. Et j'ai travaillé également un petit peu à Statistique Canada, pas très longtemps, au niveau du service d'information. J'ai travaillé également à la Défense nationale, au centre du quartier général, ici à Ottawa, à la direction des services ministériels stratégiques. On s'occupait des contrats, entre autres, enfin, du moins de la soumission des contrats au ministre ou alors au Conseil du Trésor, entre autres. Et j'enseigne depuis 1993. Voilà. Ah, ça fait longtemps. Oui. Maintenant, prof, tu viens de quel pays? Tu es originaire de quel pays? Ah non, je suis ce qu'il y a de plus authentique, je regrette, ça peut heurter certaines personnes. Je suis authentiquement congolais, d'accord? Congolais de la République démocratique du Congo actuellement. Mes deux parents sont congolais. Ils viennent de la. Moi, je suis né à Kinshasa, d'accord? Et mes deux parents viennent de la région de Manianga, d'accord? Dans ce qui est actuellement les cataractes, je ne me trompe pas, c'est ça? Dans la région de l'Uruzi, d'accord? Ils viennent de là. Oui, aujourd'hui, prof, nous sommes tellement très contents de t'inviter. C'est ma première question. Aujourd'hui, tu es congolais. Si aujourd'hui tu deviens président de la République, qu'est-ce que tu peux faire aux Congolais? Et quel est ton plan? Ouais. Si aujourd'hui tu deviens, avec toute la capacité que tu as, et avec la situation qui est au Congo, quel est le plan que tu peux amener à la population congolaise? Ça, c'est ma première question. Si aujourd'hui tu deviens président de la République. Bon, disons que devenir président de la République d'un pays comme le Congo, c'est tout un défi, hein, d'accord? C'est tout un défi, mais en même temps, c'est un grand honneur. Mais la question est hypothétique, d'accord? Pour devenir président de la République. Moi, je suis Canadien pour le moment, d'accord? Selon les lois de la République aujourd'hui, pour calmer un peu les autres qui penseraient que je voudrais leur piquer leur place. Mais ça ne t'empêche pas. Non, ça ne m'empêche pas du tout. C'est ton pays d'origine. Mon pays d'origine, je suis totalement. Il suffit simplement de renoncer officiellement à la nationalité canadienne et de payer les frais qu'il faut, de reconnaître la nationalité congolaise, ce qu'on ne peut pas me refuser. J'ai encore mon passeport vert du Congo. Donc, je pourrais être, et c'est un grand honneur, évidemment, et je ne me défilerai pas si l'occasion jamais se présentait, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est quand même une bonne question pour pouvoir amorcer la discussion, hein, parce que même si on est ici,
Moi, je dirais que personnellement, je ne sais pas si dans votre cas, moi, il ne se passe jamais une seule journée, une seule heure dans ma journée où je ne pense, soit je pense, ou alors je parle du Congo. Tu me connais. Oui, ça c'est tout à fait normal. Donc finalement, ma tête est peut-être ici, mais mon cœur demeure là, Congo. même si ça fait, ça fait 38 années que je suis ici. Et tu n'as pas encore retourné? Non, non, je ne suis pas retourné. C'est-à-dire que tu peux te perdre? Non, je le concède, je suis dépaysé, je serais dépaysé comme n'importe quel étranger qui est là. Il n'y a pas de doute pour ça. Mais je pense que je suis quand même une des personnes très informées. D'abord, j'étais très bien formé en partant là. Et puis, je continue à me tenir informé. J'ai fait des conférences sur le Congo à plusieurs reprises. Et dans mes cours, j'en parle. Dans mes cours, des exemples, je cite des exemples du Congo. Alors voilà, la question est une bonne question que nous devons nous poser tous d'ailleurs. Chaque Congolais devait se poser cette question-là. D'accord? Parce que l'histoire a démontré que nous avons critiqué tout le monde. On a parlé. Oui, c'est un peu la beauté du Congo, contrairement à d'autres pays où l'opinion est totalement unique. C'est un peu agaçant par moment, mais les Congolais ont des opinions sur tout et sur tout le monde. D'accord? Alors, chaque Congolais devait plutôt se poser cette question-là. Ah oui, mais si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait pour le Congo et les Congolais? C'est ça. Alors, pour pouvoir répondre à ma question, à votre question, d'accord? Moi, je pense qu'on ne peut pas commencer à dire, ben voilà, je ferai telle chose. Non. Pour que ça soit cohérent. Pour que ce soit cohérent. D'abord, je suis enseignant. Je suis enseignant et stratège. Bon, alors, je pense que la première chose, c'est de partir d'un diagnostic sommaire. Quel est le Congo aujourd'hui? Quelle est sa situation? Ensuite, je pourrais dire, puisque cette situation, de toutes les façons, on ne dira pas le contraire, elle n'est pas bonne. D'accord? Sinon, je ne serais pas là. Alors, d'où vient le fait qu'elle ne soit pas bonne? Et ensuite, quelle est ou du moins l'attitude en tant que Congolais on devrait adopter pour pouvoir modifier, d'accord, le cours de choses, parce qu'on est quand même dans un bateau qui est en train d'écouler, n'est-ce pas? Il faudra essayer d'arrêter le naufrage et de redresser le bateau et le faire partir, d'accord? Et je pense que l'image est assez claire. Et ensuite, quels sont les besoins, d'accord? Je ne vais pas, il y a des millions et des millions, mais moi je les ai regroupés en 10 catégories. Quels sont les besoins que les Congolais voudraient voir satisfaire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend qu'un gouvernement qui est quelqu'un qui est à la tête de son gouvernement au Congo puisse répondre à quel type de besoin, d'accord? Ou bien l'aider à répondre. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que finalement, il faut faire en sorte que les Congolais puissent répondre eux-mêmes à leurs besoins. Et à partir de cela, si on regarde si on part du diagnostic, d'accord, des responsabilités, des latitudes et ensuite des besoins, on pourra alors détailler qu'est-ce que moi je ferais. Je suis là. Alors, si vous permettez, tout de suite là, je commence avec le diagnostic. Quel est l'état du Congo aujourd'hui? Moi, je dis, j'aimerais bien que mes compatriotes ou quelqu'un d'autre puisse me contredire. Le Congo est un pays très pauvre. Très pauvre, d'accord? Ben, je ne sais pas dans quelle situation c'est, mais c'est un pays très pauvre. Mais c'est un pays qui a un potentiel énorme. Il y a encore un deuxième mais il n'y arrive pas, d'accord? Il est pauvre, très pauvre, un potentiel incroyable. Les Congolais sont assez déçus, mais on n'arrive pas au Congo à valoriser ces potentiels-là de telle manière à créer de la richesse et à répondre à nos besoins. C'est à peu près ça le portrait. De manière beaucoup plus précise, si on prend sur le plan de l'économie, d'accord? Quelle est la situation de l'économie économique du Congo? Je l'avais déjà dit dans une autre intervention. Je vais utiliser un mot, mais le mot, c'est un mot technique, mais je vais l'expliquer. Sur le plan de la situation économique du Congo, le Congo est dans ce qu'on appelle une situation de stagflation structurelle aggravée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit au Congo une situation où
nous avons beaucoup de jeunes, nous avons énormément de ressources. Mais ces ressources-là sont sous-utilisées. Autrement dit, nous avons, non utilisées. Oui, non utilisées. Nous avons un niveau de chômage qui est extrêmement élevé. Le résultat, c'est que nous produisons très peu. De l'autre côté, nous avons un phénomène de... même si quelquefois, d'ailleurs c'est un peu l'erreur que certains économistes et congolais commettent, n'est-ce pas? Ils font la confusion entre l'inflation et le pouvoir d'achat. D'accord? Ce sont deux notions assez proches, mais qui sont différentes. Qui ont différence de la façon de fonctionner. Oui, l'inflation ne mesure que l'augmentation du niveau général du prix. On peut le contrôler, mais alors que le pouvoir d'achat, c'est la capacité avec ton argent de pouvoir acheter un bien quelconque. Admettons qu'aujourd'hui, on te donne, je ne sais pas quoi, 1000 francs au Congo pour acheter, je ne sais pas les prix, hein, ouais, on peut estimer. On dit 1000 francs pour acheter une baguette de pain. Bon, là, si tu as 1000 francs, tu vas acheter une baguette de pain. La semaine prochaine, tu reviens sur le marché, on t'a donné encore 1000 francs. Mais la baguette de pain coûte maintenant 1200 francs. Tu vois maintenant que finalement, avec tes 1000 francs... Ça n'arrive pas à suffire. Oui, ça n'arrive pas à suffire, d'accord? Ouais. Les prix ont augmenté, d'accord? Ouais. Alors ça, c'est l'inflation, d'accord? Mais il y a un autre problème, c'est le pouvoir d'achat, c'est ta capacité à pouvoir le obtenir. Si, d'accord, le prix reste toujours à 1000, ne change pas, mais la semaine prochaine, tu ne reçois pas 1000 $, tu n'as plus d'emploi. Les prix n'ont pas changé. Le gouvernement peut dire que voilà, mais moi je contrôlais les prix. Bon, ça c'est de la macroéconomie. Mais sur le plan microéconomique, c'est ta capacité de pouvoir acheter des biens. Bon, les prix n'ont pas changé, mais tu n'as pas 1000 $ pour acheter la baguette et amener chez tes enfants à la maison. Donc, même si le boulanger diminue le prix du pain à 90, ouais. D'accord? Tu ne suis pas capable de l'acheter parce que il n'y a pas de l'argent dans la poche. Voilà, tu n'as pas d'argent dans ta poche. Bon. Alors ici, si on fait une comparaison ici, n'est-ce pas? Ouais. Ben, les gens savent très bien que le prix des loyers coûte très cher à Toronto. Bon, si tu habitais dans le nord de l'Ontario, c'est presque 3 fois moins cher. Mais pourquoi les gens vont travailler à Toronto? Parce qu'ils savent qu'à Toronto, ils vont trouver un emploi, d'accord? Et cet emploi-là, même si la maison paye cher, mais ils sont capables de payer. Ils ont cette capacité-là de payer. Ça, c'est individuel, d'accord? Ça, c'est de la microéconomie. Nos dirigeants, souvent, mettent l'accent toujours sur des succès macroéconomiques. Oui, mais les gens ne mangent pas la macroéconomie, les gens mangent la microéconomie. Donc, nous sommes dans cette situation-là que j'appelle la stagflation, n'est-ce pas? Ouais. Parce que, d'une part, nous avons un niveau de chômage très élevé. 90% des effectifs, à peu près, des gens au Congo ne travaillent pas. De l'autre côté, nous avons un pouvoir d'achat très très faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi non plus. Même si les prix sont contrôlés, même s'ils font des efforts pour pouvoir contrôler les efforts. On n'est pas dans les périodes d'hyperinflation des années 80-90. L'inflation est assez contrôlée, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le manque de travail et le pouvoir d'achat. Ça, n'importe qui peut comprendre ça. La meilleure personne qui est mieux placée pour pouvoir expliquer ça, c'est la mère de famille qui va tous les jours faire son marché. Elle le constate, elle le vit. Si son mari ne donne pas, on est encore dans cette division de travail, si le mari ne donne rien, même si les prix n'ont pas changé, la situation est toujours la même. La situation est même et pire. Alors pourquoi je dis que nous sommes dans une stagflation structurelle et aggravée, d'accord? Parce que cette situation-là que j'évoque est à peu près présente dans tous les pays africains. Mais il y a certains pays qui améliorent leurs choses. Dans notre cas, nous, peu importe la situation, d'accord? Peu importe la situation de l'économie mondiale ou de l'économie interne, elle est toujours là. C'est pour ça que je dis qu'elle est structurelle. Elle est aggravée, pourquoi? Parce que, si tu regardes aujourd'hui, il y a ces concepts-là que nous appelons en économie le produit intérieur brut. Ça, c'est la valeur de tous les biens et services qu'on produit dans une année dans l'ensemble de l'économie du pays. Bon, on nous crédite à peu près entre 50 et 60 milliards de biens et services que nous produisons. Alors, vendus, ça nous rapporte ça. Mais au même moment, nous sommes à peu près autour de 120 millions de personnes. Alors, si vous divisez les 60 milliards ou les 50 milliards par 120 millions de personnes, si nous prenons 100, 50 divisé par 100, nous tombons à peu près avec $500 par personne, d'accord? En moyenne par année.
$500. Incapable. Oui. Alors, si nous prenons les $500 Ouais. dans toute une année, nous disons, voilà, il y a 360 jours, $500 divisé par 360, ben, ça te donne à peu près moins de $2. Or, $2 par jour, c'est ce qu'on calcule comme étant le seuil le seuil de pauvreté. Ceux qui gagnent, ceux qui dépensent environ $2 et plus, ben, sont moins pauvres. Nous sommes un pays pauvre parce que nous sommes en deçà du seuil de $2 par jour. Oui. Alors, et ça risque de s'aggraver. Pourquoi je dis que ça s'aggrave? Ouais. Ça s'aggrave si on ne prend pas des bonnes décisions. Parce que d'abord, nous sommes un pays où la population augmente par des miracles que je ne connais pas. Nous subissons toutes sortes de cataclysmes, toutes sortes de catastrophes, des maladies, des guerres et compagnie. Mais nous avons quand même une population qui est dynamique, qui augmente. Alors, taux de mortalité et de natalité. Oui, le taux de natalité est assez élevé. Et puis, le taux de mortalité est sous contrôle parce qu'il y a la débrouillardise, il y a la diaspora, entre autres, d'accord. Alors, le résultat, c'est que la population augmente plus vite, alors que notre pouvoir d'achat n'augmente pas. Ne s'augmente pas. Il stagne ou diminue. C'est pour ça qu'on dit stagflation. Stagne et puis flation pour les prix. C'est-à-dire ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Oui. Au contraire, ça va s'aggraver parce que si la population augmente de 3% et que l'économie ne bouge pas ou augmente, c'est la misère toujours. Ben oui, c'est la misère toujours. On est un peu comme un chien qui essaie de rattraper sa queue, il n'attrapera jamais. Alors, ça veut dire que finalement, les Congolais se voient toujours englués dans la pauvreté, continuellement. Alors, les deux autres éléments que je vais évoquer au niveau du diagnostic, c'est le fait aussi que voilà, tout ça, ça vient du fait du modèle. On est un pays disloqué. On est un pays qui est, parce que j'ai dit tantôt, on a un potentiel énorme. On a des difficultés à pouvoir le faire, le valoriser. Nous sommes un pays qui ressemble un peu à un archipel. L'archipel, c'est un ensemble d'îles. Si on regarde aujourd'hui, nous avons 26 provinces, ça fait 26 îles, d'accord. Mais si on regarde chacune de ces îles-là, chacune de ces îles congolaises a un potentiel. Est capable de se diriger. Oui. Non, c'est cette capacité-là qui manque. Il a le potentiel. C'est-à-dire si on va dans le Kivu, on va dans le partout là. La chose, on regarde, on fait le bilan, il y a tel produit, il y a telle richesse et compagnie. On s'en rend compte, il y a le potentiel est là. Ouais. L'ennui, c'est que finalement, c'est maintenant, si tu traverses tu pars du Katanga, tu vas dans le Kivu, tu vas dans le Bakongo et compagnie, tu regardes les Congolais, ben, ils vivent à peu près de la même manière. La même misère. Oui, de la même misère. Depuis 60. Non, ça peut même aller beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que je parle de modèle. Donc, ils vivent à peu près de la même manière. C'est-à-dire que ces provinces-là, ces 26 provinces-là, en dépit de leur potentiel, ils n'ont pas de stratégie pour pouvoir le valoriser. Parce qu'il ne suffit pas de dire que finalement, là où je suis assis là, ma chaise est en or. Il ne faut pas le dire, il ne suffit pas. Pendant ce temps, si tes enfants meurent de faim, et tu as une chaise en or, ce que tu vas faire là, ben, tu vas aller chez le oui, tu vas dire, tiens, voilà, j'ai une chaise en or, d'accord. Soit je te donne un gage, d'accord, ben, tu vas me donner $10 000, et moi, je vais aller dépenser les $10 000 là, et quand je reviendrai, je vais te rendre tes $10 000 plus les intérêts, et tu vas me redonner, d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle valoriser le potentiel que tu as. Soit tu vas dire simplement, non, je te vends la chaise, ça vaut $100 000, je te vends ça, puis je vais nourrir mes enfants, je vais les envoyer à l'école. Quand je dis nourrir, là, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est nourrir, dans le sens de nourrir, envoyer à l'école, la santé, etc., etc. Donc on va aborder ça. Nos provinces, là, peu importe laquelle, est incapable de le faire. Incapable. Et l'ensemble du pays est incapable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle un marché intérieur. Nous n'avons pas. Il est impossible dans l'état actuel de me dire combien, ici au Canada, on peut savoir quelle est la quantité de biens et services que la province du Québec vend à la province de l'Ontario et vice-versa. Combien ça traverse. C'est pour cela que... C'est-à-dire la communication routière. Il y a beaucoup plus que ça, il y a tout ça, d'accord. Vous me dévancez, d'accord. Mais d'abord, il faut constater que nous n'avons pas ça, d'accord. C'est un archipel
où les îles sont isolées, d'accord? Alors, puisqu'elles sont isolées, d'accord, elles ne profitent pas entre elles. Il n'y a pas de passerelle, d'accord? Ce que vous appelez, vous, la communication, d'accord? Moi, je ne m'arrête pas à la communication routière, d'accord? Je prends l'ensemble des infrastructures. Il n'y a pas des infrastructures qui font en sorte qu'on puisse aller d'une province à l'autre, déplacer des grandes quantités. Moi, j'ai des poissons. Là-bas, ils ont besoin de ces poissons-là. Je ne peux pas déplacer des grands stocks, des quantités de poissons, d'accord? Ça n'arrivera pas, d'accord? Il n'y a pas de voies routières, il y a des tracasseries de tout genre, d'accord? Il y a l'insécurité, des choses, d'accord? Donc, nous n'avons pas ces îles-là, même si on parle des 145 territoires, d'accord? Mais les 145 territoires-là, non, ce sont des îlots totalement isolés, d'accord? Donc, je dis, voilà, c'est un pays, pour moi, qui est en dislocation, qui est disloqué parce que c'est les modèles que nous avons hérités, pas depuis 1960, nous avons hérité ça depuis très longtemps, avant même les Belges. C'est-à-dire avant les Belges. Avant même les Belges. Le Congo a toujours été, l'Afrique en général, et les Congos en particulier, a toujours été un endroit, depuis 1000 ans environ, que nos ancêtres, avaient perdu le contrôle. Des étrangers de tout genre, se sont installés là, ils viennent puiser des choses et ils s'en vont. Et si vous regardez, je vous ai montré une des cartes du Congo que je vous ai envoyée là. Si vous regardez toutes les cartes du Congo, il n'y a rien, d'accord? Je vous ai envoyé, il n'y a rien qui est fait pour pouvoir amener des produits d'un endroit à l'autre, d'accord? Oui, mais c'est toujours des choses qui doivent sortir, d'accord? Qui doivent sortir, ça doit toujours sortir. Mais ça n'entre pas. Non, ça n'entre pas. Il n'y a rien ici, d'accord? Tout ça est vide, d'accord? Tout ça est vide. Tout part, soit ça part de là, ça s'en va là. Soit ça part de côté. Et c'est pour cela qu'on trouve aussi que les gens suivent toujours là où il y a l'activité économique, là où vont les marchandises. C'est pour ça qu'on trouve les Congolais, même dans des pays qui sont moins lotis que nous, on y trouve beaucoup de Congolais. On voit beaucoup de Congolais en Ouganda. Ben, quand on regarde, mais qu'est-ce que les Ougandais ont plus que nous? On voit les Congolais dans beaucoup de pays limitrophes, ainsi de suite, en Angola. Même peu importe ce qu'on leur fait, ils sont toujours là dans ces pays-là. D'accord? Parce que nous avons hérité d'un modèle d'exploitation. C'est tout. Les gens viennent, prennent des matières et ils s'en vont. Ils ne construisent pas. Maintenant, si par exemple tu viens de nous parler de la carte, il y a des choses qui sortent, ça n'entre pas. Donc ça n'entre pas. Maintenant, comme tu viens d'évoquer, le Congo est tellement très riche, et tellement très pauvre. Pauvre, la contradiction. Parce qu'il y a des gens qui vivent même par jour, même $1. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir ces $1. Maintenant, il y a quelque part que tu as évoqué que le Congo a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Non, j'arrive. Je finis. Ça, c'est le deuxième point, d'accord? Je vous ai dit du point de vue économique, du point de vue de l'organisation, d'accord? Il n'y a pas d'échange, nous n'avons pas de marché commun. Le troisième point que je vais évoquer, c'est le Congo est embourbé dans une situation où il est entre deux. Parce que je vous ai dit tantôt, moi, l'objectif, c'est de pouvoir, en tant que président, ce serait de pouvoir créer les conditions pour que le Congo décolle réellement. Pas face comme un avion là, qui décolle et puis tombe, décolle et puis tombe, non. Qui décolle de manière irrémédiable. Or, quand on regarde le Congo actuellement, il est entre ce qu'on appelle une société artisanale, traditionnelle, et une société moderne, d'accord? Il est entre les deux, il est embourbé là, d'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le Congo, ça c'est une théorie que j'emprunte à un économiste américain qui s'appelle Rostow. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a développé, d'accord? On ne prête pas ça, d'accord? Mais lui, il avait dit que finalement, pour pouvoir atteindre le développement, les pays passent à peu près par 5 étapes. Bon, il a dit qu'ils passent par la société traditionnelle. Ensuite, ils sont dans la préparation au décollage. En plus, ils sont dans le décollage, ce qu'on appelle des pays émergents. Ensuite, ils sont dans la maturité. Et ensuite, ils sont dans la société de consommation. Moi, j'ajoute une sixième. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans la société post-industrielle. Parce qu'ici, au Canada, nous ne sommes plus dans les manufactures. Nous sommes dans les services. Nous sommes dans l'intelligence artificielle. Nous sommes encore entre
la société traditionnelle et c'est-à-dire qu'il reste beaucoup des étapes. Oh non, 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 parce que c'est pour ça que je dis que finalement, si je suis président, je veux m'atteler à préparer les décollages. C'est ce que nous devons faire. Ça ne sert à rien de dire que finalement nous allons être la France de demain ou compagnie, n'est-ce pas? Si nous ne savons pas où est-ce que nous situons pour là où on doit commencer. Oui, oui. Ou le Canada, non, c'est pas parce que nous sommes ici au Canada que nous pouvons prétendre que finalement nous pouvons être des Canadiens. Non, pas du tout là, d'accord? Il faut savoir où est-ce que nous nous situons. Nous sommes dans une société où il y a un mélange de traditionnel, d'accord? Quand on regarde la présence de l'État, dans une société qui décolle, l'État est présent partout. D'accord? Dans une société qui se prépare à décoller, l'État est présent partout. Oui. C'est ce que nous avions dans les années 60. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On parle tous, tout le monde est d'accord que finalement, l'autorité de l'État n'est pas partout. Il y a des endroits qui échappent totalement à l'autorité de l'État. Partout, cela veut dire, peut-être il y a des gens qui peuvent savoir si le futur président de la République, David, il dit il faut le l'État qu'il soit partout. Partout. Tu as voulu dire quoi aux gens qui nous écoutent? Parce que si vous regardez, lorsque nos parents, pourquoi nos parents, ce qui est contradictoire, pourquoi nos parents, nos grands-parents sont nostalgiques, ce que je trouve triste, qui sont nostalgiques de la période coloniale, ou même des gens qui sont nostalgiques de la période moboutiste, qui étaient des dictateurs. Pourquoi? Parce que quand on dit l'autorité de l'État, d'accord, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, d'accord, d'arriver dans n'importe quelle bourgade de l'intérieur, je ne parle pas des villes, d'accord, ou un groupe de villages, d'accord, ben, tu avais un chef de village, le recensement était fait, les gens pouvaient, les enfants aller à l'école, d'accord, c'est ça qu'on appelle l'autorité d'État. On a enregistré le taux de mortalité, le taux de natalité. Oui, le soin de santé. Quelqu'un qui commettait un crime était poursuivi, d'accord. Les étrangers qui entrent sont enregistrés. Sont enregistrés. Tu écris une lettre là, tu écris que tu sois à Kinshasa, tu écris une lettre qui doit aller dans le fond de Djougou là, ben cette lettre-là arrive. Là, le poste fonctionnait. Si vous circulez ici au Canada, d'accord, le premier symbole que vous allez voir dans le petit village là, c'est le bureau de poste. Le bureau de poste. Et vous avez toujours, à un moment donné, la police qui passe. Ça sécurise. Alors, vous allez me dire, vous n'allez pas me dire que à Héroumou et compagnie, ben, nous avons cette situation-là. Voilà, d'accord. C'est-à-dire le gouvernement est partout, même c'est au village, le gouvernement se présente là et ils sont là au service de la population. Oui, oui. À l'époque de Mobutu, nous avions des chefs de localité. Quand quelqu'un arrivait, les chefs de localité informaient. Nous avons les chefs de localité, nous avons les chefs de collectivité, nous avons les commissaires des zones, et ainsi de suite. Là, donc tout le monde faisait un rapport, il y avait une hiérarchie. Quand les colons sont arrivés, ben, les colons, pourquoi ils nous ont dominés, pensez-vous? Ils étaient une poignée là, ils ne connaissaient pas notre pays. Ils connaissaient pas notre pays, c'est nous qui le connaissions. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé l'administration publique. L'administration d'abord. Oui. Dès l'instant où quelqu'un arrive, d'accord, prend le nom de tout le monde, d'accord, note, d'accord. Mais c'est clair et net que ceux qui commettent des crimes de manière aléatoire vont cesser. Il ne restera que les grands bandits. Parce qu'on sait très bien que non, si tu manques à l'appel, là, ben, on va se poser la question, oui, mais le crime a été commis. Habituellement, il y a combien de personnes ici? Ben, on a le registre. Il y a Jacques, David, il y a telle personne. Mais à ces moments-là, où est-ce que s'est trouvé David? Il était où? Ah, il était où? Ah, ben, il manque à l'appel. Et on ne le trouve pas. Ben, toutes les recherches vont se concentrer pour retrouver David. Oui, pour nous expliquer, pendant que le crime s'est commis, où est-ce que vous étiez? Dès l'instant où nous savons tout ça, hein, l'autre élément, dès l'instant où ben, ceux qui doivent travailler vont travailler, ceux qui vont à l'école vont à l'école, ben, le niveau des crimes est moins élevé aussi. Parce que pendant que les gens sont au travail, ils sont à l'école, ils ne commettent pas des crimes. Et quand les gens rentrent de l'école et rentrent au travail, la plupart des gens normaux, vous et moi, n'est-ce pas? Lorsque nous rentrons du travail, nous sommes suffisamment fatigués. Oui. Voilà, nous n'avons pas besoin d'embêter les voisins. Mais si vous laissez les gens inoccupés pendant des longues heures de la journée, oui. La preuve est qu'ici, si tu organises une manifestation lundi matin, tu auras moins de personnes. Mais quand tu le fais pendant le week-end, tu dois avoir beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est le jour que les gens se reposent. Se reposent. Donc si nous voulons, donc j'anticipe un peu, ça c'est simplement pour vous amener à dire que
Là où nous sommes, nous sommes dans une situation entre la... Nous ne sommes pas totalement une société traditionnelle, mais nous ne sommes pas non plus une société qui est prête à décoller. Nous sommes embourbés entre les deux. Les deux, la traditionnelle. Oui, traditionnelle et puis la préparation au décollage. C'est-à-dire que nous avons des retards. Nous avons énormément de retards, même par rapport aux pays limitrophes. Et nous sommes à la 21e siècle. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, président de la République? Prenez patience. J'arrive, d'accord? J'arrive là, d'accord? Pour répondre immédiatement, je vais détailler ça plus tard, il nous faut changer radicalement de modèle. Le modèle que nous avons actuellement, qui est le modèle qui a été hérité à partir du moment où d'autres personnes ont commencé par nous occuper. Je dis bien l'occupation, les occupations là, d'accord, les invasions au Congo, parce que c'est un territoire, c'est comme ça, c'est un territoire riche, d'accord? C'est un territoire riche. Donc, ceux qui sont pauvres doivent vouloir avoir des mains là-dessus, d'accord? Et c'est comme ça, d'accord? Et c'est comme ça partout au monde. Alors, ça ne date pas des Belges, d'accord? Les Belges sont venus, ils ont investi d'autres postes. Avant, c'était des Arabes. Avant, les Arabes, c'était d'autres personnes qui venaient les ancêtres des Arabes, qui venaient faire des razzias, là, qui venaient piller des choses là-bas, et ça n'allait. Ça sort. Oui, ça sort. Parce qu'il y a manque aussi le gouvernement. Oui, parce qu'il n'y a rien. Nous n'avions pas des systèmes, nous étions trop bons, trop gentils, on n'avait pas des systèmes de gouvernement pour nous protéger. D'accord? On n'en avait pas. Alors, c'est pour ça que tout ce que nous avons eu là, comme les empires, d'accord? On le lit dans les livres d'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils ont tous disparu. Congo, Lunda, ils ont tous disparu. Ils n'ont rien laissé, aucun système. Non, ils n'ont plus, on n'en a plus de système. Ça remonte à des centaines d'années, là. On n'a plus d'idée de ça. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de briser ces modèles-là, briser ces logiques-là. Même aujourd'hui, si vous prenez un jeune Congolais, d'accord, peu importe, qu'il soit des Goma, qu'il soit de Lubumbashi et compagnie, d'accord, si vous le prenez, vous le laissez tout seul dans la forêt, il va mourir, c'est tout. Alors qu'à l'époque où nous étions réellement libres, d'accord, nous savions comment nous débrouiller dans la forêt. Nos parents savaient que cette année, tel produit va mal pousser, on avait des connaissances. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Alors donc, pour pouvoir arriver très rapidement, d'accord, l'attitude que nous devons avoir, notre attitude consiste à pouvoir compter sur nous-mêmes. Les Congolais doivent compter entre eux. Parce que si nous décidons réellement de travailler dans le sens, dans l'intérêt de notre pays, et si chaque Congolais décide de travailler pour lui-même et pour le Congo, non. L'écart dont je parle ici, là, d'accord, en 3 ans, nous aurons réuni les conditions de décollage. Je vais expliquer ça tantôt là. En 3 ans, nous allons réunir. Nous n'allons pas décoller, mais nous allons être maintenant à la piste. À la piste. Oui. C'est-à-dire que l'avion va aller faire du tour là, il se met maintenant en position. 3 ans. Mais il nous si on se met nous tous au travail. Oui, si nous mettons au travail. Et le gouvernement qu'il soit partout. Oui, et le gouvernement soit partout. Ce que je vais donner tantôt, d'accord. Si nous mettons 3 ans, moi je dis 3 ans, pas plus. 3. Mais ça doit être incroyable, ouais. Oui. Mais attendez des décisions. 3 ans. 3 ans. Moi je dis 3 ans. Dans mon projet, vous me demandez comment? Oui. 3 ans. J'arrive. J'arrive, d'accord. Il faut d'abord établir la responsabilité, d'accord. Parce que contrairement à ce que les gens qui disent là, d'accord, ce qui nous arrive aujourd'hui, n'est-ce pas, nous n'en sommes pas les responsables. Non, c'est faux. Quand les gens disent, oh, ben l'homme, non, l'homme congolais n'est pas différent d'autres hommes là qui vivent dans des situations des crises, d'accord. Si la crise, on a vu en Ukraine, on l'a vu partout, d'accord. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il a tombé la crise, là maintenant, ils voulaient tous s'enfuir, mais quand ils voyaient une face noire, mais toi tu ne montes pas. Ça c'est grave. Ben voilà, d'accord. Chaque fois que vous placez une personne dans des situations de difficultés, pendant longtemps, ben, il a des comportements irrationnels. C'est tout. Et ça ne sera pas différent ici au Canada non plus. Si jamais ça se dégrade suffisamment ici, non, ton propre voisin, il va commencer à te regarder de travers, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas de notre faute. C'est un système qui nous a été imposé pendant des longtemps, d'accord. Là où maintenant je dis que finalement, ça devient notre faute, d'accord. Et ça, ce n'est pas la faute de tous les Congolais. C'est
c'est la faute des élites congolaises. Ok. Comme. Ben, oui, j'arrive. C'est la faute des élites congolaises. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans les professions libérales, les avocats, les enseignants et compagnie, ceux qui sont à l'étranger, nous, moi, chose, ben, ceux qui comprennent, d'accord. Pourquoi ils sont fautifs, d'accord? Parce que avant, on pouvait dire que voilà, on ne savait pas. On nous a pris par hasard. C'était par l'ignorance. Par ignorance. Ouais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire ça. Les Congolais, partout où ils sont, réussissent mieux, comprennent. Et nous comprenons mieux ce qui se passe. Nous savons aujourd'hui, hein, les diagnostics que je viens de poser là tantôt. Ouais. Mais il n'y a personne qui dira le contraire, hein, que nous sommes un pays très pauvre avec un immense potentiel et que nous avons des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de chômage élevé. Personne ne va le contredire. Et que notre pays, il n'y a pas c'est que des choses qui sortent, oui, ça n'entre pas. Il n'y a personne qui va le contredire. Et que nous sommes entre une société traditionnelle et autre là. Peut-être que le mot que j'ai utilisé est peut-être trop fort, mais personne ne va le contredire. Nous ne décollons pas, d'accord? Et nous n'avons pas toutes les conditions pour décoller, d'accord? Nous cherchons, d'accord? Et ça c'est là que vient la faute des élites. Ils ont compris, nous savons, d'accord? Toutes les décisions que je vais annoncer tantôt, vous allez vous reconnaître là-dedans. Nous savons très bien, parfaitement, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous le savons. Nous savons sur quoi, parce que mais peut-être c'est vous qui les connaissez, le président, non, parce qu'eux peut-être ils n'arrivent pas à les connaître. Si, nous le savons tous. Je ne suis pas savant. Je ne suis pas, non, nous le savons tous, d'accord? Nous le savons tous. Ouais. Même si vous posez la question à ma pauvre mère, elle va te dire, d'accord, nous savons, après avoir étudié les sciences sociales, d'accord, les sciences sociales, c'est ce qu'il y a des fantastiques. L'économie, le droit, l'anthropologie et compagnie nous disent, si nous voulons développer un pays, qu'est-ce qu'il faut faire? La technique n'est qu'une question de suite, qui vient. Nous disent exactement. Ben, l'autre problème à nous, là où notre responsabilité est grave, d'accord, sachant cela, nous prenons toujours des mauvaises décisions, d'accord? Nous, plutôt que de nous tourner vers nous-mêmes, d'accord? Plutôt que de nous tourner, le Congo peut fermer ses frontières. Moi, je suis de ceux-là qui disent que finalement, à un moment donné, le Congo doit fermer ses frontières et travailler à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin de l'étranger. Non, je suis désolé. Tout ce qui traîne les discours-là d'interdépendance et compagnie, c'est des discours totalement inutiles. Nous ferons nettement mieux si nous mettons tous les... Lorsque Mobutu disait, voilà, s'il faut tailler notre chemin dans le roc, nous le taillerons dans le roc. Attention, je ne suis pas moutiste, je n'ai rien à voir avec ça. Je donne simplement des expressions. Nous savons quoi faire. Il n'y a personne qui ignore que finalement que les mines, les développeurs ne vont pas développer notre pays. Il n'y a personne qui le sait, qui l'ignore là. Nous le savons tous que la pêche, l'agriculture, la forêt feront beaucoup mieux que chose. Et nous avons la terre qui est tellement fertile. Il n'y a pas une seule once de terre désertique au Congo. Une seule. Il n'y en a pas. Nulle part. Nulle part. Au Congo, il y a une once de terre désertique. Alors expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, les Congolais qui vivent dans un pays où l'eau tue des gens, mais les Congolais sont incapables d'avoir l'eau potable chez eux. Moins que les Maliens qui vivent dans un pays qui est désertique. Les Congolais, 90% n'ont pas accès à l'électricité. Et encore quand il vient. D'accord? Donc nous savons quoi faire, d'accord? Mais par des intérêts égoïstes. Pas en imitant ceux qui nous ont occupés pendant des années, d'accord? Ben, nous disons que finalement, ben, moi, Jacques, moi, David Zinga, j'ai la connaissance. Au lieu de la partager, je la garde pour moi, parce que je vais dominer les autres. L'égoïsme. Oui, c'est ça. Égocentrisme. C'est par pur égoïsme. C'est tout. Ce n'est même pas du tribalisme, parce que si nous étions un peu tribalistes, d'accord, ben, nous verrons finalement que, ah, mais non, les Mongols, d'accord, ben, les leaders mongols, d'accord, ont fait quelque chose qui fait que tout le monde envie les Mongols. Qui envie les Mongols? Qui envie les Bas-Congo en tant que groupe? Non, ils sont tous. Les leaders Mongols ou Bas-Congo, ils vont utiliser les Bas-Congo, ils vont utiliser les Mongols. Les leaders Nandais, ils vont utiliser les Nandais, d'accord, pour pouvoir être au pouvoir, pour pouvoir être à la table, d'accord. Mais une fois qu'ils sont assis à la table, ben, ils n'ont rien fait chez les Nandais, ils n'ont rien fait chez les Mongols et compagnie. Donc, ce n'est même pas le tribalisme, non, c'est purement l'égoïsme. C'est purement, d'accord, l'égoïsme. C'est purement l'égoïsme. Et la mauvaise foi.
D'accord. Il faut qu'on se mette au travail. Oui, il faut qu'on se mette maintenant au Qu'on travail. puisse prendre conscience. Oui, oui, oui. C'est ça. Il faut qu'on arrête tout ça là, c'est inutile. Ça ne sert à rien que Jacques critique l'autre. Non, mais il faut qu'on travaille. Il faut travailler. Maintenant, il faut, c'est que la matière grise, Dieu nous a donné. Je sais que je ne suis pas croyant, mais je parle quand je dis Dieu, d'accord. C'est que nous avons comme matière grise là, il faut que nous le mettons au service de notre pays. C'est ça. Comme tu viens de le dire, oui. Tu viens de le dire, dans 3 ans, on peut démarrer. 3 ans, oui. Et aussi, tu nous as parlé à propos de la sécurité et aussi, tu peux fermer les frontières. Oui. Mais comment tu peux travailler or tu n'as pas la collaboration des gens? Parce que le Congo a 9 frontaliers. Est-ce que tu dois les fermer tous les frontières frontalières que nous avons? C'est 9 pays. Ça c'est une figure de style que j'ai employée qui est un peu extrême, d'accord? Ok. Quand je dis fermer, c'est éviter d'aller toujours chercher la collaboration de l'extérieur pour régler des problèmes à l'intérieur du pays. D'accord? Pourquoi? Parce que la structure même de notre pays fait en sorte que n'importe quel étranger qui viendra au Congo, n'importe lequel qui vous ferait venir au Congo, d'accord, aura toujours le réflexe de tout faire sortir du Congo et de ne rien rapporter. C'est tout. Ce n'est ni la faute de l'étranger, ni le musée a fait le même système. Le musée a payé dans 3 ans, dans 2 ans. Les gens, ils ont vu un changement sur le musée Kabila. Est-ce que c'est le même structure que tu peux amener, le même système? C'est le même esprit. Oui, mais les différences, pas la même stratégie. C'est-à-dire, le même esprit, mais les différentes stratégies. Oui, mais tout le monde a eu ça. Que ce soit Mobutu a pensé la même chose à un moment donné, Mobutu, que ce soit Lumumba. Lumumba ne détestait pas les autres, d'accord. Il a voulu qu'on travaille pour nous-mêmes, d'accord. Il a commencé, mais il y a eu un manque de stratégie, où la stratégie à l'époque n'était pas bonne. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une idée. Il ne suffit pas de dire que finalement j'ai une boîte, ce qui fonctionne très bien. Mais il faut que tu te projettes dans l'avenir, d'accord. J'ai une boîte qui fonctionne très bien, mais je ne suis pas seul dans mon environnement. Quelqu'un peut ouvrir 2 rues plus loin. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir fidéliser mes clients? Il faut que tu penses constamment à ça. Il faut un stratège. Il faut un stratège. Il faut. Tu ne peux pas dire que finalement, ah ben non, j'ai l'or, les diamants et compagnie, telle chose. Oui, mais comme aujourd'hui, on a du cobalt. Oui, mais tu sais, ceux qui achètent, ce n'est pas nous qui utilisons le cobalt. Nous l'extrayons, nous l'envoyons à l'étranger. N'est-ce pas? Mais ceux qui ont besoin du cobalt, d'accord, ils sont toujours en train de rechercher, d'accord. Dans ma batterie, cette année, j'ai utilisé telle quantité de cobalt. Comment je peux faire pour que la batterie que je vais fabriquer l'année prochaine utilisera moins de cobalt? Parce qu'il va être moins dépendant de vous. D'accord? Et comment est-ce que je peux faire pour remplacer les cobalt par un autre produit? C'est-à-dire, prof, si je comprends très bien, selon votre stratégie, tous ces gens qui ont besoin de notre minerai, est-ce que tu dois les imposer qu'ils puissent faire les industries au Congo ou tu dois exporter? Non. On ne peut pas. Ce sont des décisions d'affaires. Même s'il y a de la politique derrière ça. Le Congo a signé plusieurs ententes avec... le Congo est dans un système international, même si je dis que pour ma foi, tantôt je vais expliquer. Il faut qu'il le respecte, d'accord. Le choix de mode d'affaires, ça dépend toujours des rapports que vous avez, d'accord. Vous pouvez décider aujourd'hui, vous avez décidé, vous, voilà, j'achète ma maison, mais vous aurez pu décider aussi que, voilà, je loue, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui vous a obligé de faire ça. C'est votre décision, d'accord. Celui qui vient investir au Congo, parce qu'il y voit une opportunité. Le rôle, d'accord. Le rôle et la responsabilité de l'État congolais, c'est de faire en sorte que si quelqu'un vient investir au Congo, que le Congolais également en capture une bonne partie. Et ça entre dans les trésors publics. Ça, il y a 2 façons. Mais pas dans les poches des gens. Non, pas dans les. Non, ça peut aller dans les poches des gens. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si moi je vais au Congo, par exemple ici, là, ils avaient un projet de pouvoir enrichir le coltan. Le coltan, il y en a ici au Canada, à l'abondance. Mais sauf qu'il est dans le nord, il y fait froid, les coûts pour aller l'exploiter est très élevé.
D'accord. Là, ils se sont dit finalement, bon, on va le trouver ce coltan-là au Congo. Au Congo. Parce que c'est moins cher, c'est facile à exploiter. Et qui exploite le coltan au Congo, ben, ce sont des enfants. Et ceux qui exploitent le coltan au Congo n'ont aucune couverture, n'ont aucune protection. Aucune protection. Voilà. Et la porte est ouverte. L'État n'existe pas, d'accord. L'État n'est pas là comme le système. Si tu engages quelqu'un, il y a l'absence de l'État là. L'État n'est pas absent. Il est absent totalement. Est absent. Il est absent. Alors, quand je dis ceci, que le Congo ou le Congolais doivent capter une partie suffisante de cette ressource-là, d'accord. D'abord, il faut que ça se fasse dans des structures organisées. Organisées. D'accord. Ouais. Il faut ça. Lorsqu'on dit ici que tu ne fais pas travailler des enfants, ben, tu ne fais pas travailler des enfants au Congo, ici au Canada. Oui. Parce qu'on suppose qu'il y a suffisamment d'adultes qui peuvent le faire. À plus forte raison dans un pays comme le Congo. Il y a suffisamment d'adultes qui n'ont pas de travail. Pourquoi faire travailler les enfants? Les parents, il faut trouver une façon. Les parents enlèvent les filles des salles de classe pour le mettre dans les mines. D'accord. Ben, on les met dans les mines, d'accord. On les expose, d'accord. Très rapidement, ces filles-là, d'accord, ces enfants-là deviennent très des innocentes. Des innocentes. Très rapidement, ils sont victimes des viols et compagnie, ils enfantent. Non instruits. Non instruites. Eux-mêmes, ce sont des enfants qui font des enfants. On vient de dire tantôt que notre démographie augmente et nous ne sommes pas beaucoup plus riches. Ben, il faut que l'État trouve une façon pour que les filles au Congo n'enfantent pas beaucoup plus tôt. Et la seule façon, c'est de le maintenir à l'école. Et l'autre élément également, c'est par le travail. Quand on dit travail, c'est un travail qualifié. Si tu veux venir t'installer ici au Canada, ben vous allez trouver une main-d'œuvre qualifiée. Alors, une main-d'œuvre qualifiée n'acceptera pas de travailler dans des salaires de misère. Le problème chez nous, c'est que finalement, lorsque quelqu'un vient de l'étranger, dit voilà, pourquoi nous ne captons pas? Je vais exploiter les minéraux chez vous. La personne dit voilà, j'ai besoin de techniciens en minéralogie. Il y en a combien au Congo? Pas grand-chose. Nous n'en formons pas. Résultat, ben, lorsqu'on embauche des Congolais, ben, c'est des gens qui doivent balayer, qui doivent faire des petits boulots, etc. etc. Donc, même s'ils vous payent, il ne vous payera pas un revenu très élevé. Très élevé. Ils gardent ce n'est que de l'argent. Voilà. Alors, et ils amènent leur propre technicien. Voilà, d'accord. Ils amènent leur propre technicien, n'est-ce pas? Ils amènent leurs propres techniciens qui viennent de l'étranger, mais qui ne consomment pas congolais. Donc finalement... Même si vous donnent un gros montant, c'est eux-mêmes qui gagnent et ça retourne à... Ça retourne. Ça retourne chez eux. Ils rapatrient leurs bénéfices. Alors qu'ici, d'accord, même si l'État, nous comptons sur des redevances. Ici, l'État canadien peut dire, voilà, venez vous installer ici, mais pendant 5 ans, nous n'avons pas besoin de votre taxe. Pourquoi l'État canadien dit ça? Mais parce que si vous vous installez ici, en même temps vous montez une société de jeux vidéo, d'accord? Oui, mais c'est à peu près, les salaires sont à 100 000 $, n'est-ce pas? Quelqu'un qui gagne 100 000 $, il paye combien en taxes à l'État? Nous parlons des taxes directes. Si vous gagnez 100 000 $, ici, attendez-vous à payer à peu près 40 000 $. C'est-à-dire que tu restes avec 60 000. Voilà. Les 60 000 $, là, lorsque vous allez consommer, hein, je viens ici chez toi pour me couper les cheveux, tu payes des taxes encore à l'État. Donc l'État... Tu achètes un pain, il y a des taxes. Il y a des taxes. C'est-à-dire, il t'a mangé d'abord 40 000 et les 60 que tu restes avec, il y a encore des dîmes qui... Quand tu reçois ton chèque de paye, là, c'est marqué là, salaire brut, là, 40 000. Mais quand tu regardes tout ce qu'on a enlevé, là, d'accord, il t'en reste 60. Ça réduit. Oui. Et les 60 là que tu as, voilà. Il doit encore en profiter. L'État en profite encore. Donc l'État peut dire finalement, non, je n'ai pas besoin de tes taxes. Installe-toi chez moi. Fais-les travailler. D'accord. Et moi, je vais collecter à la fin. Et c'est ce qu'ils font. Alors, ils collectent. Et quand ils collectent là, ben, nous sommes, même si nous boudons, d'accord, nous payons trop de taxes et compagnie. Mais nous ne contestons pas l'État parce que ça nous aide. Ça nous aide. La route, la santé, la lumière. Oui, la lumière. La santé, l'éducation pour les enfants. De l'eau. Oui, oui. Voilà. Donc, l'État, c'est ce que j'appelle la présence de l'État. L'État retourne sous forme de services publics. Nous avons ça. Ben, nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, même lorsque nous disons à une compagnie de s'installer chez nous, ben, nous lui demandons de construire la route. Bon. Déjà la compagnie retire, d'accord, dans l'argent qu'il doit nous verser, il retire déjà la construction de la route. Petit à petit, il ne nous reste pas grand-chose. Résultat, nous n'avons rien. Il y a une question à propos de la sécurité.
Si aujourd'hui, moi, il y a une seule parole qui me reste dans ma tête, la présence de l'État Oui. partout. Oui, partout. Et deuxième chose, tu as dit qu'il faut les Congolais qu'on retourne au travail. Oui, il faut C'est-à-dire qu'on remettre... soit des nationalistes, d'aimer notre pays. Patriote. Patriote. Oui, parce que nationaliste, là, c'est des discours. Ok, être patriote, être présent. Oui. Le patriote, c'est celui qui aime sa terre, qui aime son voisin. Qui ne peut pas être trahi. Oui, qui ne veut pas trahir. Qui ne peut pas être trahi, qui ne peut pas trahir. Le nationaliste, là, c'est des intellectuels, c'est de la rhétorique. C'est un peu comme un homme qui passe son temps à dire à sa femme, t'es belle, je t'aime, et puis le soir, il la bat. Le patriote ne fait pas ça. Maintenant, le Congo, si aujourd'hui tu deviens président de la République, tu as au moins 2 plans que tu viens d'énumérer. Tu as de bonnes stratégies. Le Congo, tout d'abord, à propos de la sécurité, au niveau de l'Est ou au niveau de toute l'étendue de la République démocratique du Congo, quel est le système que tu peux mettre pour que le Congo qu'il soit un peu comme d'autres pays? Bon, d'accord, regarde. Il y avait un dernier point, d'accord? Sur le groupe, la quantité, les catégories de besoins que les Congolais voudraient que tout gouvernement puisse les aider à satisfaire, d'accord? Et puis je vais donner la réponse à la question, exactement la question que vous voulez me donner. Il y en a, moi je dis à peu près, il y en a 10. Ces besoins, il y en a 10 catégories. Il y a l'alimentation. Nous mangeons mal, même si nous avons beaucoup de possibilités, nous mangeons très mal. Il y a l'habillement, d'accord? Par le Congolais, l'habillement. Il y a le logement. Il y a l'hygiène et la santé. Il y a l'éducation. Il y a l'éducation, d'accord? Il y a l'emploi, d'accord? Il y a la sécurité, d'accord? Il y a le problème des infrastructures, il y a les libertés civiles et politiques, on doit choisir qui on veut, il y a les loisirs, 10 besoins, d'accord? Il y a 10 besoins. Parmi ces besoins-là, il y a des besoins, si on satisfait ce besoin-là, on pourra satisfaire rapidement les autres aussi. Mais même si on ne prend pas de décisions dans les autres domaines, là, d'accord? Si on répond à ce besoin-là, d'accord? On va satisfaire la chose. Si on réduit l'insécurité, et ce besoin-là, le besoin crucial, c'est l'insécurité. Si on réduit l'insécurité suffisamment, n'est-ce pas? Ben, les gens vont pouvoir aller, même si on ne construit pas des routes. Parce que ça ne sert à rien de construire une route où personne ne passe, parce que chaque fois que personne ne passe là, on le tue. D'accord? Vous avez des axes comme ça dans l'Est. Compte tenu de l'insécurité. L'insécurité. Ou alors, pour pouvoir les emprunter, d'accord, il faut être entouré de plusieurs gardes. Oui, mais plus tu multiplies les gardes, admettons que tu dois convoyer des sacs de manioc, d'accord, entre tel endroit et tel endroit, d'accord? Oui, mais si tu dois t'entourer d'une garde importante, mais ces gardes-là, il faut les payer, non? Donc, le coût à destination de ce sac de manioc est beaucoup plus élevé. Or, si nous avons la sécurité, il y a des choses qui passent. Des Lubumbashi, Kisangani, Goma, Kindu. Et le Congolais est très... C'est pour ça que je dis tantôt, le problème actuel, là, d'accord, ce sont les élites congolaises, ce n'est pas le Congolais moyen. Parce que le Congolais moyen, dès que tu laisses la possibilité, il est très entreprenant. On le voit ici. Il est très entreprenant. Alors donc, si nous réduisons l'insécurité, d'accord, la disponibilité, sans construire des routes, d'accord, dans l'état actuel de nos routes, d'accord, si on réduit l'insécurité, les gens vont déplacer des... Et se retrouver. Oui, décoller. À coup de moto, de vélo, à coup de je ne sais pas quoi, des charrettes. Le système de non-voiture, même quel que soit, il n'y a pas de route, mais s'il y a la sécurité, des choses ils vont. Alors, si les produits arrivent, d'accord, régulièrement à moindre coût, l'offre va augmenter et les prix vont diminuer. Tantôt, je vous ai parlé de la stagflation. Les prix vont diminuer, n'est-ce pas? Et que les gens, la perte de temps énorme, que les gens ont de pouvoir toujours aller chercher la nourriture parce que tu as 5 enfants, d'accord? Tu te dis, ben voilà, il n'y a pas de nourriture, il faut que j'aille loin pour les chercher, d'accord? Il y a des endroits qu'on appelle des marchés, les gens vont là-bas pour acheter des produits. Alors,
l'économie des temps, d'accord? Ben, tu peux le mettre ailleurs. Tu dis, ah mais non, moi je vais mettre à coiffer les gens. L'argent de coiffure, là, je vais l'acheter des tomates et compagnie. Mais nous n'avons pas ça. Nous avons un problème d'insécurité. C'est l'insécurité qui crée 90% des problèmes de... Nous n'avons pas des problèmes des famines, mais nous avons des problèmes de mauvaise alimentation. Pourquoi? Parce que les gens fuient l'insécurité, ils sont dans des camps, ils sont dans la forêt, donc ils ne peuvent pas manger convenablement. Alors que la même personne, s'il était dans sa case, là, il peut manger une nourriture variée. Nous n'avons pas ça. Alors, donc si on résout les problèmes de sécurité, on va résoudre une bonne partie des problèmes alimentaires. On va résoudre une bonne partie des problèmes de logement. On va le problème d'infrastructure, le problème de l'éducation, de la santé, parce qu'une bonne partie des gens sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils dorment mal. Il n'y a pas de soins de santé. Non, il n'y a pas de soins de prévention. Il n'y a pas de soins de prévention. Parce que ce n'est pas la même chose là, que si du jour au lendemain, on te laisse dormir à la belle étoile. On est ici au Canada, n'est-ce pas? Si on te demande à toi, Jacques, on te met à la porte, tu dois dormir dans la rue, n'est-ce pas? Même en étant au Canada, avec la lumière et compagnie, le risque que tu tombes malade, d'accord, est plus élevé. Est plus élevé. Mais dès l'instant où tu es dans un endroit, même si tu ne manges pas du caviar, mais tu dors bien. Tu dors bien. Tu dors bien. Tu dors chez toi, tu as la sécurité, tu n'as pas l'inquiétude, tu n'as pas de choses, tu n'es pas exposé. Oui, tu n'es pas exposé à des maladies qui courent et compagnie, tu es chez toi. Mais tout ce qui nous arrive là, d'accord, c'est parce que cet élément d'insécurité est très entretenu, existe, d'accord. Alors, la question de savoir, c'est quoi les décisions qu'il faut prendre, d'accord. Je vais faire un détour, d'accord, puis je vais revenir là-dedans, d'accord. Moi, franchement, président de la République, il y a deux blocs de décision. Le premier bloc de décision, je viendrai avec cette question de sécurité parce qu'elle est cruciale. Le premier bloc de décision, d'accord, c'est sur moi-même en tant que président. Vous savez pourquoi? Parce que, de manière générale, pour cette fonction-là, d'accord, et particulièrement pour le Congo, il y a une valeur importante, l'exemplarité. Valeur importante. C'est une valeur importante, l'exemplarité. C'est un peu comme un pasteur, d'accord, qui lit la Bible, qui l'explique avec passion et compagnie, d'accord, mais qui fait exactement le contraire de ce qui est dans la Bible. Alors, qu'est-ce que ces ouailles vont faire? Qu'est-ce que ces paroissiens vont faire? Ils vont l'imiter, même s'ils disent, voilà, faites pas comme moi, faites ce que je dis, ne faites pas comme moi. Non, non, non. Il faut que le président de la République... Qu'il soit exemplaire. Qu'il soit exemplaire, qu'il soit l'exemple. D'accord? Alors, quand je dis l'exemple, c'est quoi? Quand il y a des textes et des conventions, le président de la République doit les respecter. Sauf si ce sont des textes et des conventions déraisonnables qui vont à l'encontre du peuple congolais. Et le respect de ceux qui l'ont précédé, peu importe. Comme je viens de vous dire là, d'accord, nous sommes placés simplement dans une situation dont nous ne sommes pas responsables. Ce n'est pas la peine de continuer à insulter tel autre, à rendre la... Non, non, tu es là, c'est à toi de faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est la solution? Oui, moi quand je reçois mes étudiants le premier jour en classe, d'accord, je ne m'interroge pas qui était là avant et compagnie de choses. J'en fais des étudiants qui doivent aimer les études et pouvoir l'aimer de telle manière qu'ils veulent avancer. Je ne passe pas mon temps à pouvoir leur dire, ah oui, mais l'autre qui était là, ah, non, je ne fais pas ça. Donc, maintenant là? Non, oui, maintenant. Toi, tu le fais moins. Oui. Ce que tu dois faire, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que j'arriverai à la réponse. D'accord. Qu'est-ce que moi je dois faire pour pouvoir atteindre les résultats? Où nous sommes? Et où est-ce que je veux? De telle manière que je veux dire à la fin, ah, nous étions là, voilà, je vous ai amené là. Et c'est à vous maintenant, ceux qui vont venir après, je te laisse les clés, c'est à lui de les amener beaucoup plus loin. L'exemplarité est importante. Respecter les textes et les conventions signées, c'est tout. Même si tu ne les aimes pas, pour autant que ça soit raisonnable. Deuxième, c'est dans ce bloc-là qui me concerne moi, c'est les rapports avec les amis, la famille et les relations. Le jour où, ça c'est moi, le jour où moi ma famille le sait, le jour où
il est confirmé que finalement, la Cour constitutionnelle confirme que finalement, ce monsieur David Zinga Ditomene, qui est président de la République, Ouais. je n'ai plus de famille, je n'ai plus d'amis et je n'ai plus de relations. C'est-à-dire que tu ne peux pas appeler aussi tes collègues que tu enseignes avec eux à la cité collégiale Ils savent. En disant qu'il est juriste, il est économiste. Absolument pas. Absolument pas. Ils le savent. Même quand je le dis en blaguant, ils le savent. Que je ne veux pas te voir. Je ne veux pas que tu m'appelles non plus. Jamais. Ma famille, mes soeurs, là, ils le savent. Je leur ai dit ce que je vais faire pour vous, d'accord? Ouais. L'excédent inutile de mon salaire de président, Ouais. je vais le confier à un fiduciaire, là, qui va le gérer pour votre compte. Si vous avez un problème, vous allez le voir. Il va décider est-ce que c'est pertinent ou pas du tout. Mais vous ne m'appelez pas, je ne vous appellerai pas. Pendant les 5 ans que durera mon mandat, je n'ai pour ami que la République, pour famille que la République, et pour relation que la République. Deuxième chose. Troisième, c'est le train de vie. Moi, je ne porte pas de coudées, je ne porte pas de montres, d'accord? Je n'emporte rien. Il n'a pas même le téléphone. Non, il n'en a pas. Je n'ai pas de téléphone portable. Et quand l'envie me prend, moi je marche, d'accord? J'habite de l'autre côté là-bas, ça m'arrive de marcher jusqu'ici, n'est-ce pas? Je prends le bus, d'accord? Je croise. Je ne change pas de train de vie. Vous ne me voyez pas, vous ne me rencontrez pas avec buvant, chose, non. Je mange 1 ou 2 repas par jour. Et c'est tout. Et je mange ce qui est le plus ordinaire. C'est tout. Les gens qui me voient disent ah, mais non. Et pas beaucoup de voyages à l'extérieur. Absolument. Tu seras comme un président de Tanzanie, Magufuli. Non, non. Je viens de vous dire, d'accord? Je viens de vous dire, d'accord? Regarde, c'est ici, d'accord? Ça sort. Oui, mes voyages seront là. De la République. Oui, il faut que tu puisses savoir ta population. Oui. Quel est le problème de votre population? Je ne veux pas critiquer qui que ce soit ou je ne copie pas les modèles. Non, non, je parle de moi. De David. Oui, de moi, oui. Parce que je sais ce qui s'est passé pour les autres. Oui. Alors, ça c'est le deuxième, le train de vie là. Non, je ne respect du test. Oui, je dis respect des textes et des conventions. Être exemplaire. Plus de famille, d'accord? Plus de famille, plus de relations, plus d'amis. Troisième, le train de vie, je vais garder mon train de vie, d'accord? Je mange des tomates et compagnie, donc je ne veux pas commencer à boire du champagne et quoi que ce soit. Non, j'en bois quelques fois, c'est tout point. Donc, je ne veux pas commencer à boire, je porte des souliers qui sont les souliers les plus ordinaires, c'est tout. Et je veux même faire quelque chose d'assez exceptionnel, d'accord? À part les vêtements que j'ai aujourd'hui, d'accord? Tout vêtement que je dois porter viendra du Congo. Sera conçu, produit et fait au Congo. Tout ce que je vais manger sera conçu, fait au Congo. Si je veux absolument boire du vin, alors il faudra que j'organise que les Congolais produisent du vin. Autrement, je n'en boirai pas. Ça c'est la troisième. Quatrième, c'est au niveau des collaborateurs. Collaboration. Oui, les collaborateurs, d'accord? Le nombre je prends d'abord les conseillers. 11. 11 conseillers. 11 conseillers. Je me serais contenté des 5 conseillers, d'accord? Vous savez pourquoi je dis 11? Non. Il y aura 6 femmes et 5 hommes. Pourquoi je dis 5? Pourquoi je dis 11, d'accord? 6 femmes, hein? 6 femmes et 5 hommes. Pourquoi je dis 11? 11 parce que, avant le démembrement, il y avait 11 provinces. Vous comprenez? Ouais. Alors, chacune de provinces, de l'ancienne province, va donner un conseiller. Ok. D'accord? Et ces conseillers-là, pour être acceptés, il doit démontrer que... Il est capable. Non, attends. Il doit démontrer que il a vécu, il vient de cette province-là, il y a résidé, il y a exercé une activité. Il connaît les forces, les faiblesses, les opportunités de l'endroit où il vient. De la province en question. Admettons que toi, si tu viens de... Toi, c'est quoi, Nord Kivu? C'est Kivu. Le Grand Kivu ou bien le Nord? Kivu. Nord ou Sud? Kivu. C'est Maniema. Non, c'est à Bukavu. Bukavu? Oui. Ça, c'est le Sud Kivu. C'est Sud Kivu. Voilà. Si, admettons que je dis, voilà, Jacques.
Mais toi, tu n'as pas de chance parce que je te connais. Donc, t'es capté. Mais prenons l'hypothèse. Ouais. Admettons que je dis Jacques, il faut que tu nous prouves. Il faut que tu nous prouves. De Sud-Kivu, des problématiques de Oui, Sud-Kivu. il faut que tu me prouves que tu viens bel et bien de là. Hmm. Et que tu y as résidé. Tu as Et travaillé. que tu as exercé une activité là. Peu importe là. Moi, je ne sais pas nécessairement. Tu as étudié là, tu as c'est une activité, d'accord? Ouais. Tu as été pasteur là, c'est une activité. Ouais. Et toi, 4, tu connais très bien quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces de la région du Kivu. C'est un modèle qu'on utilise en stratégie. Ouais. Tu connais ça. Et deuxièmement, voyez-vous, j'ai cité tantôt les 10 besoins. Ouais. Donc, les 10 besoins, il y en a 10, mais j'ai 11 conseillers. Tu dois me montrer que tu as la maîtrise d'au moins un de ces besoins-là. Admettons que tu me dis, ah, moi je suis fort en sécurité. On va te confier le dossier de la sécurité. Tu nous auras fait la preuve. Voilà. Que tu es capable. Tu es capable. Je connais très bien, et tout ça, je peux l'appliquer, compagnie. Et parce qu'ils sont 10, il y a 10 problèmes. Un conseiller va être le coordonnateur de tous les conseillers. Et que au moins une fois par semaine, sinon 2 fois, une fois toutes les 2 semaines, il faut qu'on se mette en contact. Alors, c'est ça. Deuxième, le nombre de ministres. Vous avez compris dans la langue, hein? Le nombre de conseillers, Ça, 11. Ça descend. C'est 11. Ouais. Moi, j'aurais pris 5. Mais j'ai pris 11. Tu as dit 6 femmes, oui, et 5 hommes. 5 hommes. Et j'ai dit 11. Ouais. Comme ça, mais nous n'avons pas de problème de dire, ah, mais non, il a favorisé telle région. Mais oui, tout le monde est là. S'il y a débat, il faut qu'on puisse débattre. Et chacun amène les problèmes de sa province, il sait ce qu'il dit. Et de faire aussi des suivis, parce que le problème aussi, il y a certains présidents. Moi, j'aime le monsieur qui est le Tanzanie, le président Magufuli. Lui, il faisait les suivis. Oui. Il y a parfois, comme si tu viens de le dire, il y a des présidents qui ont la volonté, mais aussi certains. C'est pour ça qu'il faut choisir les personnes qui reçoivent de l'argent. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont demandé comme un projet. Oui, mais le point, c'est le départ. Lorsqu'on m'engage à la cité collégiale, on a fixé les critères. On dit, ah ben, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir telle chose, et je passe l'entrevue et tout ça. On dit, voilà, montrez-nous, c'est ça. On dit, voilà, ben, ils étaient 7. Ils étaient 7 là, ils m'ont donné un tableau. Ils ont dit, voilà, prends tout ce que tu veux là, ben, montre-nous que tu peux expliquer aux étudiants le produit intérieur brut. Ben, je suis entré dans la salle, j'ai enlevé ma veste, j'ai dit, ben, est-ce que je peux enlever ma veste? Oui. J'ai retroussé mes manches, ben, je commence à leur expliquer comment est-ce que j'expliquerai, si vous étiez ma classe à moi, comment est-ce que je vous expliquer les produits intérieurs bruts. Ben, le point de départ, c'est ça. Il faut s'assurer que la personne qu'on engage donne les garanties. Il peut s'avérer incompétent après. Il faut s'assurer que la personne qu'on engage donne les garanties que cette personne-là est compétente. C'est quoi la compétence? La compétence, ce n'est pas le fait d'être exceptionnel, non. La compétence, c'est le fait de faire ce qu'on attend de vous. Ce que tu as amené. Oui. Ta contribution. Oui, c'est ta contribution. Pour le démarrage du pays. Mes étudiants ou de la société. Mes étudiants n'attendent pas de moi que je sois un professeur exceptionnel. Non. Mes étudiants viennent suivre un cours. Voilà, suivre un cours de droit des affaires. D'accord? Et moi, je leur promets que finalement, vous allez voir un cours de droit appliqué au monde des affaires. Alors, c'est ce qu'ils attendent de moi. Maintenant, si après ils trouvent que je suis exceptionnel, ils disent, ah, ben oui, j'ai un professeur. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est qu'un plus. C'est pour cela que je m'assure que celui qui va être nommé comme conseiller, ça ne sera pas un secret pour personne. Quand on le recrute, là, tout le monde a le droit de pouvoir dire que est-ce que cette personne-là a bel et bien résidé dans le Kivu ou pas du tout. S'il y a de moindres doutes, on met le cas, c'est tout. On ne parlera pas de tant de choses. Il y a combien de millions de Congolais, il y a combien de millions de gens au Kivu? Il y a beaucoup. Bon, alors donc on pourra vous mettre à l'écart. Alors la deuxième, c'est les ministres. Il y aura 26 ministres, pas plus. 14 femmes et 12 hommes. 26 ministres. 26 ministres. Pourquoi 26? Actuellement, nous avons 26 provinces. Et les ministres vont suivre les mêmes procédures. Résider dans cette province-là, y avoir résidé, y avoir fait une activité, etc. et démontrer que vous êtes capable. 26, pas plus. Pas plus. Et le salaire, comment tu dois te le donner? Parce que présentement, comme tu viens de le dire, c'est malheureux. Oui. Les députés chez nous reçoivent un gros montant par rapport aux enseignants
par rapport aux militaires et les policiers. Si aujourd'hui là où nous parle, tu es président de la République, quel est le salaire que tu peux donner aux ministres et aux députés? Regarde, c'est très intéressant comme question, d'accord? Mais il faut faire attention. Qu'est-ce qui explique que les députés congolais et les ministres congolais ou les sénateurs congolais gagnent autant? Même plus que les députés et les sénateurs ici au Canada, d'accord? Qu'est-ce qui explique ça? Ben, il y a une explication logique à cela. C'est l'absence de l'État. D'accord? Donc, c'est l'absence de l'État. C'est-à-dire que les députés est en train de se défendre en disant que finalement, non, avec l'argent que je reçois, regardez simplement quel est le nombre de personnes qui sont devant la maison du député en train d'attendre pour que les députés règlent leurs problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces problèmes-là, normalement, c'est l'État qui devrait les résoudre, pas les députés. Les députés, c'est plutôt celui qui est... Les députés sont là pour présenter la problématique de la population au Parlement. Oui, ils vont dire que non, dans mon coin du pays, à moi, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas ceci et telle chose, voilà, je vais me battre pour qu'on ait un hôpital. Mais là, maintenant, voilà les députés qui devient maintenant celui qui doit soigner les personnes, qui doit faire ceci et tel truc alors. Qui doit donner les aides. Voilà, d'accord. Donc, finalement, d'accord, moi, ce que je ferai, d'accord, non, je ne toucherai pas, je vais surprendre beaucoup de personnes, d'accord, et je vais vous expliquer ce que je ferai avec les institutions. Non, je ne toucherai pas au salaire ni des ministres, ni des députés, d'accord. Mais ce que je vais faire, c'est ceci. Ce salaire-là n'augmentera pas, il sera bloqué. D'accord. Ces salaires-là n'augmentera plus, d'accord. Ce sont les autres que tu as cités là, les enseignants qu'on va faire augmenter. Les policiers. Oui. Ces salaires-là... Les infirmiers, les docteurs. Oui, ce sont les autres, les enseignants, les policiers, les infirmiers, les juges et compagnie, d'accord. Ceux-là, ils vont augmenter. Mais ceux des députés, non, ça ne sert à rien, on va partir dans une crise. Il ne faut pas résoudre un problème en créant une autre crise. Vous comprenez? Oui. Parce qu'après tout, nous disons que voilà, nous voulons nous occuper des Congolais. Alors, c'est comme on fait ici. Il arrive ici qu'on arrête des gens qui ont fait des trafics et compagnie de choses. Mais ces compagnies-là, on ne les dissout pas du tout. Parce qu'on sait que si on dissout les compagnies, il y a des tas de personnes qui n'auront plus d'emploi. Et que l'État... Il peut créer aussi la crise. Voilà, la crise. Et que l'État va payer ces personnes-là par la suite. Alors moi, je ne ferai pas ça. Que ça ne puisse être un fardeau pour l'État. Oui. Moi, je ne ferai pas ça, d'accord. Je vais laisser ce salaire, mais que ce soit le même salaire, mais tu augmentes aux gens qui n'en ont pas une bonne salaire. Je vais augmenter ailleurs, d'accord. Et que eux, d'accord, ils vont faire leur métier de député, d'accord. Et vous allez voir comment est-ce que je vais faire, d'accord, pour augmenter les salaires des autres, d'accord. Primo 1, l'avais déjà dit, je vais simplement, purement et simplement, faire abolir le Sénat. Parce que là vous m'appelez, j'allais parler de comment on appelle ça, la Constitution, d'accord, parce que ça se passe la Constitution. Non, je vais abolir le Sénat. Le Sénat saute, hein, parce que nous dépensons à peu près des centaines de millions par année pour le Sénat. L'argent qui va être... je vais abolir le Sénat. Actuellement, lorsque vous regardez au niveau du système judiciaire, d'accord, au sommet, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le Conseil d'État et nous avons la Cour de cassation. 3 institutions. Et ça crée beaucoup de confusion. Il y a eu simplement l'affaire Matata, on ne savait pas qui va juger quoi que ce soit. Et c'est des coûts énormes. Je vais simplement le remettre tous ensemble. Comme c'est ici, il y a une Cour suprême, c'est tout. Ils sont 9 juges. Ils sont 9 juges à la Cour suprême. Là, regardez, nous avons une Cour de cassation, nous avons une Cour... Il y en a beaucoup. Et ça coûte. Ça coûte énormément d'argent, d'accord. Alors, je ne vais pas les faire partir, d'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que si un juge meurt ou prend son congé et compagnie, on ne le remplace pas. Jusqu'à ce qu'on atteigne le chiffre 11. Je dis 11. Parce que, pourquoi 11? Parce qu'on a 11 provinces. D'accord. On ne va plus m'accuser, on va enlever toutes les possibilités de distraction, d'accord. D'accuser quelqu'un de faire avancer telle région par rapport. Non, ils seront tous là. S'ils ne font pas le travail, vous en voulez à ces personnes-là. C'est-à-dire que tu dois diminuer, parce qu'aujourd'hui nous avons 26. Quand tu seras président de la République, tu dissoudres ce qui était déjà là. Oui.
Tu reviens dans le 11. Le 11. Non, non, les provinces, je ne vais pas les changer. Ils vont rester 26, d'accord? Ok. Mais les nombres des juges Oui. va être 11 à la Cour suprême. Les conseillers 11. C'est ça, les conseillers 11. Les ces ministres conseillers, 24. Ces conseillers-là vont venir des anciennes 11 provinces. D'accord? Oui. Par exemple, il y avait quoi? Il y avait le Bas-Congo, il y avait Kinshasa, il y avait le Bandundu, l'Équateur, l'Oriental, le Katanga, le Nord Kivu, les Sud Kivu, comment on appelle ça, le Maniema, et puis l'Équateur. L'Équateur. D'accord? 10. C'est 11. Ouais, plus Kinshasa, 11. Oui, Kinshasa. 11. Plus Kinshasa, 11. D'accord? Donc, ils viendront chacun de ces anciennes régions-là. D'accord? Okay. Alors, donc, quelqu'un, le Katanga, c'est un juge qui viendra là. Mais au niveau des ministres, d'accord? Tous les 26 provinces seront représentées. Parce que les ministres exécutent l'action de l'État. Okay. D'accord? Fonction publique. Fonction publique. Alors, donc, c'est ce que je dis. Alors, on va prendre l'économie qu'on va réaliser. Si on abolit le Sénat, d'accord? Le personnel politique inutile du Sénat à la porte. On n'a pas besoin. De toute façon, si les sénateurs perdent le pouvoir, son attaché de presse et compagnie, ce n'est plus nécessaire. Mais les personnels utiles, là, ils vont être envoyés au niveau de la magistrature et cet argent-là va venir augmenter les salaires des magistrats. Que ça soit équitable. Voilà. Ça augmenter les salaires. Donc, on n'a plus ça. Maintenant, au niveau des députations. De la députation, nous avons actuellement 2 chambres. D'accord? Nous avons la Chambre nationale et les chambres provinciales qui fonctionnent très mal, qui se plaignent. Je vais abolir la Chambre nationale. Tu restes avec la Chambre on va juste les chambres provinciales, d'accord? Oui. Et ces chambres provinciaux vont former, ils vont se réunir 2 fois par année pour former la Chambre nationale. Donc, je dirais simplement ceci, que finalement, par province, il y en aura 20. Alors, si vous faites 20 multiplié par 26, ben, ça fait 520. On va payer 520 députés, plutôt qu'actuellement on en paye à peu près 1000. Ouais. Alors, et les députés, d'accord, il ne vivra pas à Kinshasa, comme je viens de dire, là. Il va vivre chez lui. Comme ils font ici. Là. Il viendra, lorsqu'on aura des sessions, il viendra pour la session nationale, pour des questions nationales. Il va vivre dans son coin, pour pouvoir s'occuper de répondre à ce qui est. Le besoin aux gens qui les ont votés. Oui, suivre, d'accord? Oui. Parce que je dis, voilà, on va leur laisser leur argent, mais on va enlever tout ce qu'ils prétendent qu'ils font, que l'État devrait faire. L'État va faire ça. Et toi, tu t'occupes de voir est-ce que l'État l'a réellement fait. Nous avons besoin d'une école à Irumu. Est-ce que, à Isiro, ou à tel endroit, à Walungu, à Walikale, est-ce que l'école est là ou pas? Est-ce que l'école prévue est là ou pas? Et la route, est-ce qu'elle est là ou pas? La sécurité, tu dois t'occuper de ça. Mais tu n'as pas à t'occuper des gens qui viennent chez toi en colonne. Non. Et le nombre de mandats. D'accord? Respect du test. Ouais. J'ai dit respect du texte. Le nombre de mandats, d'accord? Tous les mandats électifs ou les mandats de l'État, peu importe qui tu es, c'est 2 mandats, pas plus. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais... On n'a pas parlé de la sécurité. La sécurité, oui, c'est ce que je voulais, que la sécurité. Oui. Et si aujourd'hui, on arrive, parce que je pense qu'on ne peut pas finir tout, mais il y avait 3 questions, je pense qu'on doit faire une autre émission. Mais j'aimerais que tu puisses nous conclure à propos de la sécurité, quand on aura, par la grâce de Dieu, on doit en parler, l'électricité. Là, tu dois nous parler quand tu seras président de la République. Mais aujourd'hui, pour notre conclusion, j'aimerais que tu puisses nous parler à propos de la sécurité. Vous êtes le voilà. Moi, d'accord, ce que je vais faire là, d'accord, d'abord, il n'y aura pas de ministre de la Défense, ministre des Affaires intérieures, etc. Non, non. Il y aura un seul ministre, d'accord, ça sera le ministre de la Sécurité nationale. Je ne ferai pas comme ça se passe ailleurs dans le monde. Il n'y aura qu'un seul ministre. C'est le ministre de la Sécurité. Ça, c'est la première réforme. C'est pour ça que le nombre de ministres tombera jusqu'à... Les gens vont me poser, oui, comment est-ce qu'il va faire? Il n'y aura qu'un seul ministre, ça sera le ministre de la Sécurité nationale. Qui va s'occuper, et de l'armée et compagnie. Il y aura des sous-secrétaires d'État et compagnie qui vont s'occuper de ça. 2, je vais nationaliser et industrialiser le secteur des sécurité, d'accord? C'est notre faiblesse. Je vais le convertir
en occasion et en force. Comment? En industrialisant, d'accord? Je laisse l'armée telle qu'elle est là, d'accord? Parce que l'armée que nous avons actuellement, il y a des gens valeureux dans cette armée-là, d'accord? Mais cette armée-là, c'est l'armée du modèle que nous avons hérité. C'est une armée coloniale, moboutiste, c'est l'armée toujours des personnes. C'est pour ça qu'on est toujours en train de les changer, d'accord? Parce qu'on veut leur Il n'y a pas l'armée nationale. Non, on n'a pas l'armée républicaine. C'est pour ça que la prochaine fois, je vais introduire le débat actuel. Je vais remplacer la Constitution. Je ne vais pas amender. Je vais mettre une équipe de 11 personnes pour pouvoir remplacer la Constitution actuelle et créer la nouvelle République. D'accord? Alors je reviens à la question de la sécurité. C'est très simple. Je vais nationaliser et industrialiser le secteur de la sécurité. Ça veut dire quoi? Je vais recruter. Nous avons actuellement, je vais vous dire que nous avons énormément de jeunes qui nous font bien. D'accord? Je vais recruter. Nous avons 10 frontières. 9 frontières. 9 frontières. Si j'ajoute l'autre là, comment ça s'appelle, Cabinda, ça fait 10. Parce qu'il y a aussi des problèmes de ces côtés-là. D'accord? Même si Cabinda fait partie de l'Angola, il y a aussi des problèmes qui viennent à ces frontières. 10 à peu près. Je vais recruter 1 million de jeunes. 1 million. 1 million de jeunes congolais. De jeunes congolais qui ont entre 20 et 25 ans. Autour de ça. Ou des volontaires, d'accord? À peu près 1 million de jeunes. D'accord? Et ces millions de jeunes-là, si vous regardez notre pays, d'accord? Dans une des cartes que je vous ai données, là. Un grand pays. Oui. Je laisse. Cette partie-là, d'accord? C'est la partie où nous avons le plus grand problème, d'accord? À l'est. Qui menace tout. C'est cette partie-là, d'accord? C'est à peu près 700 km sur 300 km, d'accord? C'est à peu près 210 000 km², ce qui forme à peu près 10% de la surface nationale, d'accord? Alors, moi je veux mettre dans chacune de nos frontières, il y aura 100 000 jeunes dans chacune. D'accord? Et dans cette zone ici, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 pays à peu près, je pense, d'accord? C'est 500 000 militaires, 500 000 jeunes, d'accord? Ils vont subir un entraînement. Quand je dis industrialisation, d'accord? Le Congo a la capacité de fabriquer lui-même ses propres armes, les armes légères, d'accord? Et ces gens-là vont faire exactement comme ceux qui ont chassé Mobutu ont fait. Les Kadogo. Oui, on va les déployer dans toute la région ici. L'armée va continuer à rester là. Mais on va les déployer le long de toutes ces régions-là et ils vont marcher par là. Et les autres aussi vont marcher dans chacune d'entre elles. Alors, ils ne vont pas faire que l'activité militaire. Dans chacune des villages, ils vont savoir qui est qui fait quoi, et ils vont installer l'autorité de l'État. S'il faut réparer l'école, ils vont réparer l'école. S'il faut surveiller que les enfants aillent à l'école, ils vont surveiller les enfants à l'école. S'il faut empêcher que les enfants aillent dans les mines, c'est ce qu'ils vont faire, d'accord? On va reprendre ça à un moment donné, d'accord? Ils vont s'occuper de ça. Je vais signer un pacte avec nos universités, nos écoles supérieures, techniques, pour qu'ils fabriquent une arme, les armes ordinaires. Les armes ordinaires qu'un militaire congolais peut porter. C'est-à-dire qu'on ne dépendra pas de l'étranger. Tout ça viendra au Congo. Au Congo, oui. C'est que je parle d'industrialisation. Et des formations, on les donne au Congo. Au Congo, non. Actuellement, notre armée est entraînée par le monde entier. C'est quoi les résultats? C'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Chaque fois que vous amenez, même les Ukrainiens sont chez nous, chaque fois que vous amenez quelqu'un au Congo, tout ce qu'il va penser tout d'un coup, il va venir avec des bonnes intentions. Lorsqu'il arrive là, il va se dire, ah, c'est facile de s'enrichir ici. Il étudie le système et il en profite. Il en profite, c'est tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut le ramener à nous-mêmes. Alors, il faut mettre dans le coup, d'accord? Il y aura une réforme de l'école, il faut mettre dans le coup nos universités. Je mets des fonds, je leur dis, voilà, vous allez me produire l'équipement des bases qu'un soldat congolais va avoir. Qui peut nous protéger. Oui, et cet équipement-là doit être produit ici, chez nous, au Congo. Parce qu'il n'y a pas de front, d'accord? Nous ne sommes pas
dans une guerre classique où il y a un front là-bas et quoi, pour pouvoir utiliser des chars, des avions. Non, 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 non. Ce sont des petits groupes de personnes, d'accord? Qui est créé par certains gens pour leurs intérêts. Oui, pour leurs intérêts. Et les gens le savent. Il suffit de leur parler. Il suffit de le mettre en confiance. C'est ça qu'on appelle l'autorité morale de l'État, d'accord? Une fois que les gens savent que finalement, non, 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 ceux-là, ils viennent maintenant pour mon bien. Hein? Quand les gens vont se rendre compte que, ah non, ma fille, mon enfant va maintenant à l'école sans problème, sa loyauté ira à qui? Ça, c'est bien expliqué. Maintenant, nous sommes presque à la fin. Voilà. Quel est le message que tu peux adresser pour conclure pour aujourd'hui? Je pense qu'on aura le temps aussi d'en discuter aussi à propos de l'électricité. Oui. Mais quel est le message aujourd'hui les gens qui doivent t'écouter si, en tant que président de la République, quel est le message que tu adresses aux Congolais? Non, mais je pense que les Congolais doivent comprendre que nous avons un pays fantastique. Nous avons un pays fabuleux et que nous sommes aussi un peuple fantastique. Nous sommes un peuple fabuleux. Nous sommes capables de tout. Si nous voulons faire de notre pays, ce que nous voulons réellement, ce que nous pensons qu'il devienne, il n'appartient qu'à nous. La question que chacun de nous doit se poser, c'est en tant que patriote, si j'aime réellement mon pays, est-ce que ça prend des actes ou ça prend uniquement des paroles, ou mettre les drapeaux autour des doigts? D'accord? C'est ça. Et moi, je suis convaincu que ça prend des actes. Ça prend des actes. Et ces actes-là, c'est à nous de les poser. C'est à nous. Nous ne pouvons pas faire... Les gens viennent pour pouvoir nous détruire. Les gens viennent pour te détruire, toi. Mais tu ne vas pas appeler quelqu'un d'autre pour pouvoir te venir au secours. Non, à un moment donné... tu fais face. Il faut qu'on puisse prendre en charge. Oui, il faut que nous nous prenions simplement en charge. En charge. Parce que d'être capable. Oui, tous les restes là, d'accord? Tous ceux qui sont venus au Congo se sont enrichis, d'accord? Ils n'ont rien apporté, rien. Ils sont arrivés les mains vides. Les mains vides. Ils sont partis les poches pleines. Les Belges ont eu le Congo en 1885. Mais dès les années 1895, là, ils avaient déjà, c'était déjà devenu rentable. Évidemment, ils ont infligé des souffrances incroyables. Alors, pourquoi nous ne le ferons pas nous-mêmes? Nous sommes nombreux, nous avons la possibilité, nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer un bien au Congo. C'est tout au Congo. Merci beaucoup. Nous sommes tellement très contents de recevoir professeur David, que le futur, moi je l'appelle le futur président de la République. Il a un bon plan. Vraiment, vous êtes vraiment bienvenus et de l'écouter. Prof, de notre part, nous disons merci de venir et de répondre à notre invitation. Je pense qu'on aura encore le temps d'en discuter beaucoup. Nous aimons le Congo et nous sommes le Congo. Et le problème du Congo, c'est nous-mêmes les Congolais. Qu'on puisse prendre en l'élite charge. Congolaise. L'élite congolaise qui puisse prendre en charge pour que l'État, qu'il soit au travail et partout. Vous êtes le bienvenu et nous te disons merci.